dans les couloirs feutrés d'un hôtel parisien, sous un ciel d'automne plombé par une pluie fine, un homme au passé glorieux s'apprête à lever un voile sur des décennies de secrets enfouis. Marcel Desailly, figure emblématique du football français, champion du monde en 1998 et vainqueur de l'Euro 2000, a choisi ce moment précis pour rompre un silence qui dure depuis trop longtemps. À 57 ans, l'ancien capitaine des Bleus, né à Accra, au Ghana, il y a près de 6 décennies, n'est plus seulement l'athlète invincible qui dominait les terrains de l'AC Milan ou de Chelsea. Il est aujourd'hui un père confronté à ses ombres, un homme qui, face à la justice et à l'histoire, décide enfin d'avouer une vérité qui ébranle les fondations de sa vie publique et privée. Cette confession, murmurée d'abord dans l'intimité d'une interview exclusive, puis amplifiée par les échos d'une affaire judiciaire en cours, révèle non seulement des failles personnelles, mais interroge la fragilité des icônes sportives. Desailly, avec sa stature imposante et son regard encore marqué par les feux des stades, parle pour la première fois sans filtre. Ce qui suit n'est pas un simple récit de scandale, mais une plongée dans les méandres d'une existence partagée entre triomphes collectifs et tourments intimes, où la reconnaissance paternelle devient le fil rouge d'une quête de rédemption. Tandis que les projecteurs s'allument à nouveau sur lui, bien après les acclamations de 1998, on se demande si cette vérité libératrice saura panser les blessures ou simplement en ouvrir de nouvelles. Marcel Desailly émerge des sables chauds. D'Accra comme une promesse brute, forgée dans le creuset d'un continent en pleine effervescence. Né le 7 septembre 1968 sous le nom d'Odenke Abbey, il grandit au Ghana, pays indépendant depuis une décennie à peine, où les rêves d'ailleurs se heurtent souvent à la réalité des contraintes économiques. Son père, un employé modeste, et sa mère, pilier d'une famille nombreuse, lui inculquent dès l'enfance les valeurs de la discipline et de la persévérance, deux qualités qui forgeront plus tard le roc défensif qu'il deviendra sur les pelouses. À l'âge de 4 ans, un tournant décisif. Sa famille s'installe en France, fuyant les turbulences politiques et cherchant un horizon plus stable. Orléans, ville de la Loire, aux rues pavées et aux cathédrales gothiques, accueille ce jeune expatrié qui, déjà grand pour son âge, se distingue par une énergie débordante. Les terrains de fortune du quartier deviennent son terrain de jeu, où il affronte des gamins du voisinage dans des matchs improvisés qui durent jusqu'à la nuit tombée. Le football n'était pas un choix, c'était une évidence, confie-t-il aujourd'hui, la voix teinte d'une nostalgie mesurée, en évoquant ces heures passées à dribbler entre des sacs de sable ou des bouteilles vides servant de but. Adolescent, Desailly intègre le centre de formation du FC Nantes, club historique du football français, connu pour avoir lancé des talents comme Henri Michel ou encore Jean Tigana. Là, sous l'œil attentif des recruteurs, il se métamorphose. Grand, athlétique, doté d'une endurance exceptionnelle, il excelle en tant que milieu défensif, capable de récupérer des ballons avec une voracité qui évoque les lions de la savane ghanéenne. Sa technique, affinée par des heures de répétition solitaire, le propulse rapidement dans l'équipe première en 1986. À seulement 18 ans, il dispute son premier match en Division 1 face à des adversaires chevronnés qui sous-estiment ce colosse au visage juvénile. Nantes, alors en pleine reconstruction après les exploits des années 1980, trouve en lui un pilier. Il dispute plus de 90 rencontres sous le maillot jaune et vert, marquant même quelques buts précieux de la tête, sa spécialité.
Mais au-delà des statistiques, c'est son leadership naissant qui impressionne. Sur le terrain, il organise, motive, impose un rythme implacable. Les supporters, conquis, le surnomment déjà le Roc, un surnom qui collera à sa peau comme une seconde identité. Cette ascension n'est pas exempte de sacrifices. Loin de sa famille ghanéenne, Desailly navigue entre deux mondes, luttant contre l'isolement culturel et les doutes d'un jeune homme arraché à ses racines. Il suit des cours du soir pour peaufiner son français, déjà fluide, mais teinté d'un accent chaleureux qui trahira toujours ses origines. Sur le plan personnel, les premières amours effleurent sa vie sans s'y attarder. Des flirts discrets avec des étudiantes locales qui sentent le poids de sa détermination. J'étais focalisé sur un seul objectif, prouver que je méritais ma place, explique-t-il, en soulignant comment ces années formatrices ont aiguisé non seulement son corps, mais aussi son mental d'acier. En 1992, à 24 ans, un nouveau chapitre s'ouvre. Le transfert à l'AC Milan pour une somme record qui fait les gros titres. L'Italie, avec ses stades bouillants et ses entraîneurs exigeants comme Fabio Capello, représente le Graal. À San Siro, il côtoie des légendes comme Franco Baresi ou Paolo Maldini, apprenant l'art de la défense impitoyable. Ses performances, solides et inspirées, contribuent à 3 titres de Serie A consécutifs et à une victoire en Ligue des Champions en 1994. Pourtant, derrière cette façade triomphante, des fissures apparaissent déjà. La pression médiatique, les attentes écrasantes et les premiers se murmurent d'une vie privée qui commence à déborder du cadre. Cette période milanaise marque aussi l'entrée en scène de Virginie, sa future épouse, rencontrée lors d'un déplacement en France. Elle, issue d'un milieu parisien aisé, apporte une stabilité bienvenue à ce globe-trotteur en devenir. Leur union, scellée en 1993, donne naissance à 4 enfants, 3 garçons, Marvin, Virgile et Vince, et une fille prénommée Victoria, qui grandissent dans l'ombre protectrice de leur père héros. Desailly, en bon père de famille, veille à ce que les stades ne volent pas la place de la maison familiale, installée dans une villa cossue près de Milan. Il raconte ses dîners rituels où il partage des anecdotes de matchs, transformant les exploits sportifs en contes du soir. Mais même alors, des ombres planent, des absences prolongées pour les compétitions internationales, des rumeurs fugaces sur des aventures passagères. Rien de grave, pense-t-on à l'époque, car le football occulte tout. Pourtant, ces années posent les bases d'un équilibre précaire, où la gloire publique masque des tourments intimes. En analysant ses débuts, on perçoit chez Desailly un homme qui, propulsé par le destin, lutte pour ancrer ses racines dans un sol fertile mais instable. Son parcours, de l'exil africain à l'élite européenne, n'est pas seulement une success story. C'est le terreau d'une identité fracturée, prête à éclater sous le poids des non-dits. Et c'est précisément cette identité qui, des décennies plus tard, le pousse à affronter la vérité qu'il a si longtemps fui. L'année 1948 marque l'apothéose d'une carrière, mais aussi le début d'une ère où Marcel Desailly devient plus qu'un joueur, un symbole national. Sélectionné pour la Coupe du Monde à domicile, il intègre l'effectif des Bleus sous la houlette d'Aimé Jacquet, un sélectionneur pragmatique qui mise sur la cohésion d'une génération dorée. Desailly, avec son expérience milanaise, s'impose naturellement comme un cadre, un vétéran de 29 ans, capable de tempérer les ardeurs des jeunes loups comme Zidane ou Henry. Les entraînements à Clairefontaine
sous un soleil radieux de printemps, forgent un groupe uni, où les blagues fusent autant que les tacles. Il se souvient de ces sessions nocturnes, où l'équipe dissèque des vidéos de l'adversaire, lui apportant une analyse fine qui anticipe les mouvements ennemis. Nous n'étions pas seulement des athlètes, nous étions une famille en mission, déclare-t-il, en évoquant la ferveur qui unit ces hommes venus des 4 coins de France et d'ailleurs. La compétition débute par une victoire étriquée contre l'Afrique du Sud, où Desailly neutralise les attaques rivales avec une maestria chirurgicale. Puis viennent les Arabies Saoudites et le Danemark, des matchs laborieux qui testent la résilience du groupe. Mais c'est en quart de finale, face au Paraguay, que son rôle de roc se cristallise. Un tacle décisif en prolongation propulse la France en demi-finale. La presse, enivrée, le décrit comme le « muraille gauloise », un écho à sa puissance physique alliée à une intelligence tactique rare. La finale contre le Brésil, le 12 juillet au Stade de France, reste gravée dans les mémoires collectives. Devant 80 000 spectateurs, en transe, Desailly patrouille le milieu, étouffant Ronaldo dans son élan naissant. La victoire 3-0, scellée par le doublé de Zidane, libère une nation en liesse. Desailly soulève la coupe aux côtés de son capitaine Deschamps, les larmes aux yeux, conscient que ce triomphe transcende le sport. Ce moment a changé ma vie, mais il a aussi accru les attentes sur mes épaules, avoue-t-il aujourd'hui, en mesurant comment cette gloire a amplifié les failles privées. L'Euro 2000, 2 ans plus tard en Belgique et aux Pays-Bas, confirme ce statut. Nommé capitaine par Roger Lemaire, Desailly mène les Bleus à un parcours quasi parfait, 5 victoires en 5 matchs, culminant en finale contre l'Italie. À Rotterdam, sous une pluie battante, il domine physiquement Nesta et Totti, permettant à Wiltord et Trezeguet de signer l'égalisation et la prolongation victorieuse. 120 minutes d'un combat homérique, où sa endurance légendaire fait la différence. À 31 ans, il cumule 116 sélections, un record de longévité pour un défenseur. Mais au-delà des trophées, c'est l'impact sociétal qui fascine. En plein air de diversité naissante, Desailly, fils d'immigrés africains, incarne l'intégration réussie. Les banlieues, où le football est roi, voient en lui un modèle, un pont entre cultures. Il lance des initiatives pour les jeunes, visitant des centres de formation en banlieue parisienne, distribuant maillots et conseils. J'ai voulu montrer que le chemin que j'ai pris était accessible à tous, dit-il, en soulignant son engagement pour l'éducation par le sport. Sur le plan personnel, ces années de zénith coïncident avec l'épanouissement familial. Marié à Virginie depuis 7 ans, il élargit la fratrie avec la naissance de Vince en 1999, un événement célébré discrètement au milieu des tournois. La famille s'installe à Paris après son transfert à Chelsea en 1998, où il retrouve la Premier League sous la direction de Gianluca Vialli. À Stamford Bridge, il dispute 119 matchs, remportant la FA Cup et la Cup Winners' Cup, prouvant sa polyvalence dans un championnat physique. Pourtant, des signes avant-coureurs émergent. Les voyages incessants, les nuits solitaires en hôtel anonyme, creusent un fossé subtil avec Virginie. Des rumeurs vite étouffées circulent sur des rencontres fortuites lors de déplacements. Desailly, stoïque, les balais d'un revers de main, focalisé sur sa retraite en 2006 à 37 ans, après un passage éclair à l'Olympique de Marseille. En analysant cette période, on discerne un paradoxe. L'apogée sportive forge un héros public, mais isole l'homme derrière le maillot. La cohésion des Bleus contraste avec les tensions naissantes à la maison,
où les absences se transforment en silence pesant. Ce capitaine invincible, adulé par des millions, porte déjà les germes d'une vulnérabilité qui, en 2025, explose au grand jour. Son aveu récent n'efface pas les lauriers, mais les humanise, rappelant que même les géants ont des failles. Après la gloire, le retour au calme apparent. Retraité depuis 2006, Marcel Desailly entame une seconde carrière, consultant pour des chaînes comme Canal+ et beIN Sports, où son verbe précis et son humour pince sans rire conquièrent un public friand d'analyses pointues. Il sillonne les studios, décortiquant les tactiques des Bleus post-2010, soutenant la génération Pogba avec une bienveillance paternelle. Parallèlement, il s'engage dans des causes philanthropiques, fondant une académie de football au Ghana pour former les talents locaux, un clin d'œil à ses racines. Le football m'a tout donné, il est temps de rendre, confie-t-il lors d'une visite à Accra en 2012, où il inaugure des terrains en terre battue pour des enfants des bidonvilles. Ces initiatives, saluées par la presse africaine, renforcent son image d'ambassadeur, un rôle qu'il endosse avec modestie, voyageant entre Paris, Londres et son pays natal. Mais sous cette surface lisse, la sphère privée commence à se lézarder. Mariage avec Virginie, célébré comme un pilier stable, traverse des zones de turbulence. Les 4 enfants grandissent, passant de l'enfance à l'adolescence dans une bulle protégée, mais les disputes conjugales s'espacent, nourries par les frustrations accumulées. Virginie, femme discrète gérant le foyer avec efficacité, exprime parfois son ras-le-bol des obligations mondaines qui empiètent sur leur intimité. Desailly, accaparé par ses engagements, répond par des promesses de plus de présence, rarement tenues. En 2010, un événement discret bouleverse cet équilibre. Lors d'un voyage professionnel à Paris, il rencontre Cosma Batista de Alcantara, une jeune Brésilienne de 25 ans fraîchement arrivée pour une formation en esthétique. Elle, aux courbes gracieuses et au sourire lumineux, incarne une bouffée d'exotisme dans sa routine. Leur idylle naît dans l'urgence d'une nuit parisienne, évoluant vers une relation secrète qui s'étire sur 8 ans. C'était comme un feu de paille, intense et imprévisible, admet-il aujourd'hui, en reconnaissant comment cette liaison a comblé un vide affectif sans pour autant le nommer. Cosma s'installe dans un appartement du 16e arrondissement, un quartier bourgeois où les concierges veillent sur les secrets des notables. Desailly, toujours marié, divise son temps entre sa famille officielle et ses rendez-vous clandestins, voyageant sous des prétextes professionnels. Les cadeaux affluent, bijoux fins, séjours à Rio, promesses chuchotées de lendemains meilleurs. Mais la relation, passionnée, n'échappe pas aux orages. En avril 2013, au bar de l'hôtel Yacht, une altercation éclate. Desailly, sous le coup de la jalousie, gifle Cosma devant des témoins médusés. Elle se réfugie aux toilettes, le personnel hésitant à alerter les forces de l'ordre. Par crainte du scandale, elle opte pour une main courante, un geste pudique qui enterre l'incident sans le résoudre. Ces moments de colère étaient des éclats d'un mal-être plus profond. Analyse Desailly dans sa confession, en liant ces violences sporadiques à la pression d'une double vie. La relation perdure néanmoins, marquée par des réconciliations ardentes et des séparations brèves. Mars 2014 apporte un séisme. Cosma accouche de Victoria, une fillette aux yeux sombres, héritée de son père. Informé par téléphone depuis un déplacement à l'étranger, Desailly réagit avec un mélange de joie et de panique.
Il choisit le prénom. Geste d'implication symbolique et maintient un contact sporadique. Visites discrètes à l'hôpital, puis des sorties masquées dans les parcs parisiens. Victoria l'appelle papa dès ses premiers mots. Un lien filial qui s'ancre malgré l'absence officielle. Des proches, croisés lors de ces escapades, corroborent cette intimité. Des dîners partagés, des rires complices. Pourtant, la reconnaissance légale tarde, bloquée par la peur du divorce et du jugement public. En 2018, la séparation d'avec Virginie est prononcée, libérant Desailly pour une vie plus authentique. Mais avec Cosma, les tensions ressurgissent. Disputes financières, accusations de promesses non tenues. Il verse 500 € mensuels, un soutien modeste face aux besoins croissants. En 2020, la rupture est consommée. Cosma s'installe près de Bilbao, emmenant Victoria loin de Paris. Ces années de mensonges accumulés pèsent lourd. Desailly, en surface prospère, accumule les contrats médiatiques et les conférences, mais intérieurement, la culpabilité ronge. Il observe ses enfants légitimes. Marvin devenu entrepreneur, Virgile étudiant en gestion, Vance passionné de basket, et la petite Victoria de la famille officielle, danseuse accomplie, avec une fierté mitigée, hantée par l'ombre de cette autre Victoria, ignorée des registres. La presse pipe et les fleurs ses rumeurs sans creuser, préférant les anecdotes sportives. En rétrospectant cette phase, on voit émerger un portrait nuancé. Desailly n'est pas un monstre, mais un homme piégé par ses contradictions, où l'amour filial se heurte à la lâcheté sociale. Sa confession à 57 ans, forcée par un test ADN en 2024, confirmant la paternité avec 99% de probabilité, n'efface pas les années perdues, mais invite à une réflexion sur les coûts de la célébrité. Ces fissures, invisibles aux yeux du monde, préfigurent l'implosion judiciaire qui suit, transformant le héros en accusé. À l'aube de ses 57 ans, Marcel Desailly franchit un Rubicon personnel et public, brisant un silence qui couvait depuis plus d'une décennie. C'est dans les colonnes d'un quotidien national, au printemps 2025, que l'aveu surgit comme un coup de tonnerre. Confronté à une procédure judiciaire relancée par Cosma, il admet pour la première fois, sans ambages, être le père biologique de Victoria, cette fillette de 11 ans qu'il avait jusque-là refusé d'officialiser. « J'ai fui la vérité par peur, mais aujourd'hui, je l'assume pleinement », déclare-t-il lors d'une interview accordée dans un salon discret de l'hôtel Plaza Athénée, les mains tremblantes serrant un verre d'eau. Les mots, prononcés d'une voix grave et posée, résonnent comme une libération cathartique, mais aussi comme un séisme pour ceux qui le connaissaient en icône intouchable. Cette confession n'est pas un caprice journalistique. Elle découle d'une accumulation inexorable, des années de versements sporadiques, de promesses chuchotées, et finalement d'un test ADN impitoyable qui scelle le verdict scientifique. L'affaire, qui mijote depuis l'été 2022, prend racine dans les méandres d'une justice familiale française où les droits parentaux se heurtent au silence coupable. Cosma, installé dans une modeste résidence espagnole près de Bilbao, avait déposé une requête initiale pour reconnaissance de paternité, accompagnée d'un dossier accablant. Des dizaines de photographies intimes montrant Desailly câlinant la petite Victoria lors de promenades volées à Paris, des vidéos floues de Noël improvisées dans l'appartement du CCI, et des témoignages écrits de voisins qui l'avaient vu, masqué d'une casquette, franchir le seuil avec des jouets sous le bras. Nous partagions tout,
des rires aux colères. Il n'a jamais contesté être son père en privé. Témoigne Cosma dans une déclaration sous serment, sa voix chevrotante, trahissant une douleur accumulée. Ces preuves, accumulées patiemment par une mère célibataire, luttant pour la stabilité, contrastent avec la dénégation publique de Desailly, qui, interrogé par les huissiers, invoquait d'abord un doute sur l'ADN, puis une impossibilité financière. Le test, ordonné par le tribunal de grande instance de Paris en novembre 2024, devient le pivot de cette saga. Prélevé dans un laboratoire discret de la capitale, il confirme la filiation avec une précision chirurgicale, effaçant toute marge d'erreur. Les résultats, notifiés aux parties en décembre, propulsent que l'affaire dans la sphère médiatique. Des tabloïds comme Voici ou Public s'emparent d'eux du dossier, titrant sur le secret d'État de Desailly, tandis que les chaînes d'infos, en continu, diffusent des débats enflammés sur la responsabilité des anciens champions. Desailly, assailli par les flashs à la sortie du tribunal, refuse d'abord tout commentaire, le visage fermé sous une écharpe grise. Mais la pression monte. Cosma réclame non seulement la reconnaissance légale, mais une pension alimentaire de 5 000 € mensuels, invoquant les frais d'éducation, de santé et de scolarité pour Victoria, désormais élève dans une école bilingue au Pays Basque. Ce n'est pas de la vengeance. C'est justice pour ma fille, qui mérite un nom et un père, insiste-t-elle lors d'une rare apparition télévisée, les yeux rougis par les nuits blanches. Dans ce tourbillon, Desailly opte pour la transparence forcée. Son avocat, un ténor du barré parisien spécialisé en droit familial, négocie une médiation pré-audience, mais les positions s'enlisent. L'ancien footballeur, qui verse déjà 500 € par mois depuis la naissance, argue d'une situation financière précaire. Des investissements immobiliers mal gérés, un redressement fiscal en suspens lié à des revenus non déclarés d'une société de consulting au Ghana. Je ne suis pas l'homme riche que l'on imagine. Les gloires passées ne pètent pas les factures d'aujourd'hui, confie-t-il à son entourage, en détaillant comment la crise post-Covid a érodé ses cachets télévisuels. Pourtant, des éléments contredisent cette modestie. Il possède un immeuble locatif à Nantes, hypothéqué pour apaiser le fisc, et une villa au Ghana où il envisage de s'exiler. Ces détails, fuités dans la presse, alimentent les spéculations sur une défense stratégique plutôt qu'une détresse réelle. L'aveu public, prononcé lors de cette interview exclusive, marque un virage. Desailly y déroule le fil de ses tourments. La joie initiale à la naissance de Victoria, vite submergée par la culpabilité envers Virginie, et les enfants légitimes, les violences de 2013, qu'il qualifie de crise de jalousie incontrôlée, fruits d'un stress chronique post-retraite, et l'éloignement progressif, culminant en 2021, quand il conseille à Cosma de quitter Paris pour Bilbao, coupant ensuite les ponts par peur d'un scandale qui ruinerait sa réputation. J'étais un lâche, un père fantôme qui se cachait derrière des excuses, admet-il, les larmes perlant pour la première fois devant une caméra. Cette vulnérabilité, rare chez un homme habitué aux victoires, humanise le récit. Il évoque Victoria, la petite, comme une lumière occultée, décrivant ses premiers pas filmés en vidéo, ses éclats de rire lors de matchs regardés ensemble à la télévision. Elle mérite mieux que des regrets. Elle mérite un père présent, ajoute-t-il, en promettant une rencontre officielle post-audience. L'écho de cet aveu se propage comme une onde de choc. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des fans historiques, émus, partagent des montages de ces tacles légendaires
juxtaposées à des photos familiales. D'autres, déçus, l'accusent d'hypocrisie, rappelant une affaire similaire en 1990 avec Aïda, une autre fille née d'une liaison extra-conjugale avec Hélène Mendy, reconnue en justice seulement en 2016 et après 26 ans de déni. Cette répétition, soulignée par des psychologues dans les colonnes des magazines, interroge les patterns comportementaux. Un homme fuyant l'engagement filial par crainte de briser l'image paternelle idéale qu'il projette avec ses 4 enfants de Virginie. La justice, quant à elle, avance. L'audience du 10 décembre 2024, reportée pour expertise complémentaire, se profile comme un jugement solennel. Cosma, soutenue par une avocate féministe, prépare des arguments sur les violences passées, déposées en main courante, mais jamais poursuivies. Desailly, de son côté, propose une médiation familiale, évoquant une thérapie en cours pour gérer ses impulsions. Au-delà du drame personnel, cet aveu révèle les coulisses d'une célébrité post-sportive. Desailly n'est pas isolé. Combien d'icônes, de Platini à Cantona, ont vu leur sphère privée imploser sous le poids des attentes sociétales. Les experts en sociologie du sport, cités dans des analyses fouillées, pointent un système médiatique qui idolâtre sans pardonner, transformant les failles humaines en châtiments publics. Pour Desailly, cette vérité choquante n'est pas une fin, mais un commencement. Il envisage une fondation dédiée aux pères absents, un moyen de réparer par l'action. Pourtant, les blessures persistent. Victoria, âgée de 11 ans, grandit avec des questions sans réponse, dessinant son père absent dans des cahiers d'école. Cosma, épuisé par les batailles légales, oscille entre rancœur et espoir. Et Virginie, divorcée depuis 2021, observe en silence, protégeant les enfants communs d'un tumulte qu'elle avait pressenti. Cet aveu à 57 ans n'efface pas les ans de silence, mais il les éclaire d'une lumière crue, invitant à une introspection collective sur la paternité au-delà des stades. En prolongeant cette réflexion, on mesure l'ampleur du séisme. Un homme qui a soulevé des coupes du monde ploie désormais sous le poids d'une couronne paternelle refusée, forçant le monde à repenser la gloire et ses ombres.